vous propose qu'on démarre, notre webinaire biodiversité et climat. Pour cela, je vais donc laisser la parole à Élodie Gilodès, consultante énergie carbone chez Ecodev, et Pauline Hermann, consultante biodiversité. Celles-ci vont donc vous présenter les enjeux liés à ces deux thématiques. Et je rappelle que ce webinaire vous est proposé par Ecodev, donc entreprise de conseil et services en développement durable, pour vous accompagner tout au long de vos projets et de l'intégration de ces sujets dans vos quotidiens. Écoutez, je vous laisse la main et je coupe mon micro. Du coup, bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, pour nous présenter rapidement, donc moi, c'est Élodie Gilodès, je suis responsable du pôle énergie-climat chez Ecodev, et du coup, je coordonne et je pilote l'ensemble des missions liées au carbone, que ce soit comptabilisation carbone avec des bilans de gaz à effet de serre ou des bilans carbone, plan climat et énergie territoriaux ou stratégie climat des entreprises. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Pauline Hermann. Du coup, ça fait 3 ans que je suis chez Ecodev et je travaille principalement sur les sujets liés à la biodiversité chez Ecodev. Mais également, je travaille sur d'autres sujets un peu plus transversaux, notamment dans le cadre des plans énergie, des plans climat et énergie territoriaux, dans le cadre des évaluations environnementales et également sur les sujets de mobilité durable. Du coup, en termes d'organisation de ce webinaire, donc on vous propose de commencer par une partie de présentation du contexte et des enjeux autour du climat et de la biodiversité. Ensuite, Pauline prendra la main pour présenter comment prendre en compte ces deux enjeux de façon simultanée et quelles sont les bonnes pratiques et les fausses bonnes idées qu'on peut avoir sur les thématiques climat et biodiversité. Et ensuite, je reprendrai la parole pour conclure notamment sur quelles opportunités pour les organisations de prendre en compte ces deux thématiques de manière simultanée. Du coup, dans un premier temps, si on parle du contexte et des enjeux liés au climat et à la biodiversité, donc là, l'idée, c'est que je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà les bases, mais c'est toujours nécessaire de reposer un peu le contexte quand on parle de ces thématiques-là. Donc, je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres et de nouvelles un peu alarmistes pour pouvoir enchaîner après sur la suite. Donc, dans un premier temps, si on s'intéresse aux interactions entre le climat et la biodiversité, donc si on définit la biodiversité, donc c'est ce qui va regrouper l'ensemble de la diversité des milieux, des espèces, des interactions entre chacune des espèces et des interactions entre les espèces et les milieux, et la diversité des individus au sein d'une même espèce, donc ce qu'on va appeler la diversité génétique. Donc les équilibres entre la biodiversité et le climat ont permis de développer la vie actuelle telle que nous la connaissons. Donc, on va notamment avoir ce qu'on appelle l'effet de serre qui va permettre le développement de la vie. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène qui va être naturel et qui va être lié à la composition en gaz à effet de serre de l'atmosphère et qui va permettre de maintenir une température de plus 15 degrés à la surface de la Terre. Donc, sans cet effet de serre naturel, on aurait une température d'à peu près moins 18 degrés, ce qui ne permettrait pas à la vie telle que nous la connaissions de vivre. Au-delà de cet effet de serre, on a plusieurs autres cycles de matière qui vont être liés à la biodiversité et au climat. Donc, on a notamment le cycle de l'eau, puisque la vapeur d'eau, ça va être un gaz à effet de serre et que les animaux et les végétaux, via notamment l'évapotranspiration, vont interagir sur ce cycle de l'eau. Et également le cycle du carbone, donc, puisque également le CO2 est un puissant gaz à effet de serre. Où là, les végétaux et les sols vont interagir sur ce cycle, notamment par le biais du stockage carbone. Donc, voilà pour un premier état des lieux des interactions entre le climat et la biosphère. Donc, si on s'intéresse dans un premier temps plus particulièrement à l'effet de serre, donc on a 6 principaux gaz à effet de serre. Donc, on a un effet de serre, comme je disais tout à l'heure, qui est naturel, donc notamment lié à la vapeur d'eau et au gaz carbonique, mais on va avoir un effet de serre additionnel qui va être lié aux activités humaines, donc notamment avec les émissions de CO2 liées à la combustion d'énergie fossile, les émissions de méthane, qui est le CH4, donc notamment dans tout ce qui va être l'agriculture, les émissions de protoxyde d'azote N2O qui va être lié à l'utilisation d'engrais azotés ou de produits chimiques. Tout ce qui va être halocarbures, donc c'est les gaz réfrigérants qu'on va utiliser notamment dans les climatisations, et l'ozone. Donc, cet effet de serre additionnel donc, induit par les activités humaines va entraîner un réchauffement climatique. Donc là, sur la courbe de gauche, on va avoir une corrélation entre la température et la concentration de CO2 dans l'atmosphère.
Donc, on se rend compte qu'il y a une corrélation qui est liée. Donc, ce graphe qui présente ces évolutions sur les 800 000 dernières années. Donc, tous les pics ne sont pas liés évidemment à l'activité humaine, mais on est dans des cycles géologiques qui changent et qui alternent les périodes glaciaires et interglaciaires. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le pic actuel où on a une concentration des émissions de CO2 qui augmente fortement et de façon très rapide, donc notamment liée aux activités anthropiques depuis la période industrielle. Et on va atteindre une concentration en CO2 dans l'atmosphère de plus de 400 parties par million. Et il faut savoir que la dernière fois qu'on a atteint cette concentration dans l'atmosphère, c'était il y a environ 3 à 5 millions d'années. Et du coup, ça avait entraîné une hausse de la température de 2 à 3 degrés et du coup, une élévation notamment du niveau de la mer de 10 à 20 mètres. Du coup, là, on va avoir une accélération de ce processus et un réchauffement qui va durer plus longtemps. Et on se rend bien compte que si on arrive dans la même situation que celle que je viens de dire, on va avoir quelques problématiques d'adaptation des systèmes humains. Au-delà de cette corrélation entre CO2 et température, on va également avoir une boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'on va avoir une température qui va augmenter. Ça va changer les paramètres du système climatique, donc notamment les milieux naturels et les océans vont avoir une capacité de séquestration du carbone moins importante. On va également avoir tout ce qui va être pergélisol, donc ce sont des sols qui sont gelés en permanence et qui contiennent des quantités de CO2 importantes qui vont dégeler et relarguer du CO2 dans l'atmosphère. Et on va ainsi avoir une augmentation de l'effet de serre et une augmentation de la température. Donc avec cette boucle de rétroaction positive, on va avoir un effet d'emballement de l'effet de serre et du réchauffement climatique qui va avoir un impact non négligeable sur nos modes de vie. Donc, si on s'intéresse maintenant aux principaux impacts du changement climatique, donc on va notamment avoir des impacts sur les écosystèmes, donc c'est ce qu'on va développer par la suite. On va également avoir des impacts sur les productions agricoles, puisqu'on va avoir de nouveaux ravageurs de cultures qui vont apparaître. On va avoir des pollinisateurs qui vont disparaître et on sait qu'une part très importante des cultures qui nous permet de nous alimenter est liée à la pollinisation. On va avoir une hausse du niveau des océans, une intensité et une fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes et des risques sanitaires plus importants avec notamment l'apparition d'espèces invasives qui vont être porteurs de maladies. C'est notamment du fait de ces principaux impacts du changement climatique qu'on a vu la nécessité de limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés à l'horizon 2100. Donc ce plus 2 degrés, il est apparu il y a très longtemps parce qu'on en parlait déjà dans les années 1970. Après, il a été acté lors de la COP21 à Paris où les États se sont engagés à mettre en place des mesures pour limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés. Donc, il faut savoir que les mesures prises en compte aujourd'hui ne permettent pas d'atteindre les plus 2 degrés et que l'idée, c'est qu'on va avoir une inertie entre les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la modification de composition de l'effet de serre et le réchauffement climatique. Donc, on n'a pas encore de chiffres très, très sûrs parce que c'est des phénomènes qui sont assez évolutifs, mais on va avoir une inertie qui peut être comprise entre 10 et 40 ans, ce qui fait qu'il faut agir maintenant pour limiter le réchauffement à l'horizon 2100. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir l'objectif de neutralité carbone en 2050 qui va être inscrit dans la stratégie nationale bas carbone. Donc là, on s'est concentré sur 2 degrés. Donc, il faut savoir que chaque degré, chaque demi-degré compte. Donc, le GIEC avait sorti en 2018 un rapport pour montrer la différence d'un monde à plus 1,5 degré ou à plus 2 degrés. Donc, c'est ce qui est représenté sur l'infographie à droite. Et donc, ça montre qu'on a quand même des impacts qui sont assez différents et où à plus de degrés, on va avoir des impacts beaucoup plus importants qu'à plus 1,5 degré. Depuis la sortie de ce rapport, on s'est rendu compte que fixer l'objectif à plus 1,5 degré, c'était un peu trop ambitieux pour les politiques actuelles. Du coup, on s'est reconcentré sur l'objectif de plus 2 degrés. Si on s'intéresse principalement sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité, donc on va avoir une perturbation des écosystèmes, notamment avec une modification des habitats et une acidification des océans. Donc, la température va augmenter. Du coup, on va avoir des zones humides qui vont s'assécher, des habitats qui vont évoluer et du coup des espèces qui ne vont plus être adaptées aux habitats dans lesquels elles sont et du coup qui vont être obligées de migrer, notamment de migrer vers le nord et on va avoir une évolution de l'aire de répartition des espèces. Donc par exemple, un des ravageurs des arbres qui est la chenille processionnaire du pin va monter vers le nord de plus 4 km par an et ce qui va faire
évoluer les impacts sur l'espèce du pin. On va également avoir une variation des cycles de vie des espèces avec des évolutions des mouvements migratoires et des dates de floraison, par exemple, modifiées. Il faut savoir qu'il y a certaines espèces qui interagissent entre elles et qui ont des cycles de vie qui sont adaptés l'une à l'autre. Et si une espèce a son cycle de vie qui va se décaler, on va avoir un problème de synergie entre les deux et on va avoir des modifications des interactions spécifiques qui vont avoir des impacts importants sur toute la chaîne de la biodiversité. On va du coup avoir des variations dans la disponibilité des ressources alimentaires et tous ces paramètres vont faire qu'on va avoir une disparition de certaines espèces et une prolifération d'autres espèces, ce qui va avoir un impact majeur sur l'ensemble de l'écosystème. Parce qu'en général, on va dire qu'une espèce d'insecte, si elle disparaît, ce n'est pas très important. Mais le problème, c'est que toutes les espèces interagissent les unes avec les autres. Et si on enlève un paramètre dans toute la chaîne globale, ça va modifier l'équilibre total et ça va avoir des impacts importants sur l'ensemble des espèces. Le changement climatique, du coup, c'est un des facteurs d'érosion de la biodiversité et c'est un des facteurs parmi les 5 qui existent et qui interagissent entre eux et qui sont la fragmentation des habitats, les pollutions, notamment dans les eaux et dans l'air, la surexploitation des ressources naturelles et l'introduction des espèces exotiques envahissantes. Donc, du fait de ces 5 facteurs d'érosion, on va avoir sur les 8 millions d'espèces qui sont estimées aujourd'hui, 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction, d'après notamment le rapport de l'IPBES qui est sorti en 2019. Et du coup, par exemple, on va avoir 40% des espèces d'amphibiens qui sont menacées, 25% des espèces de mammifères et 10% des espèces d'insectes. Quand on parle des insectes, par exemple, on va se dire que 10% des espèces d'insectes, c'est faible, mais il faut savoir que 10% des espèces d'insectes, ça représente à peu près un demi-million d'espèces. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Et là, du coup, quand on parle de changement climatique, de biodiversité, on a tendance à se focaliser sur des espèces emblématiques comme l'ours polaire, les abeilles, etc. Donc, c'est très important d'un point de vue communication de pouvoir communiquer sur des espèces emblématiques. Après, il faut savoir qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur les espèces remarquables et que l'ensemble de la chaîne compte et que du coup, tout autant la biodiversité ordinaire est importante et à protéger. Du coup, du fait de cette érosion de la biodiversité, on va avoir des points chauds de la biodiversité dans le monde. Donc, on en a 36 à l'heure actuelle, dont 5 sur le territoire français. Et ces points chauds de la biodiversité, ça va être des régions très riches en biodiversité, mais également très menacées. Donc, il va y avoir des enjeux majeurs de la biodiversité. Et comme il y en a 5 en France, à l'échelle de la France, on a un rôle à jouer pour préserver la biodiversité. Quand on parle également d'indicateurs, on va avoir l'indice planète vivante, notamment du WWF, qui permet d'avoir un indicateur de l'état de la biodiversité mondiale et de la santé globale de la planète. Donc, cet indicateur a été publié pour la première fois en 1998 et il suit l'abondance de milliers d'espèces à la surface de la Terre. Et on se rend compte que depuis 1970, il est en déclin régulier. On a notamment perdu, il est notamment en déclin de 60%, donc ce qui est assez inquiétant si on s'intéresse à cet indice-là. Donc là, j'ai parlé du changement climatique et de l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Il faut savoir qu'il y a également des interactions dans l'autre sens, ce n'est pas unilatéral, et la biodiversité va permettre d'agir sur le changement climatique et notamment nous aider à lutter contre le changement climatique par la séquestration et le stockage du CO2 et nous aider également à atténuer les effets du changement climatique. Donc, à ce jour, on sait déjà qu'on va avoir des impacts liés au réchauffement climatique. Là, le Météo France a sorti une étude hier ou ce matin pour dire que le premier trimestre 2020 était le trimestre le plus chaud jamais vécu en France et que notamment par rapport aux températures de référence, on était déjà à plus 1,8 degré. Donc, on se rend compte déjà qu'on a un réchauffement climatique avéré avec lequel il va falloir s'adapter. Et du coup, la biodiversité va nous aider à nous adapter, notamment en permettant d'atténuer les effets de chaleur urbains, d'îlots de chaleur urbains dans les villes, ou également à proximité des cours d'eau ou du littoral, nous aider à atténuer l'érosion, la submersion marine, les crues et les inondations. Outre les services rendus par la biodiversité pour lutter contre le changement climatique, on va avoir l'ensemble des services écosystémiques que nous rend la biodiversité, donc notamment tout ce qui va être denrées alimentaires, fibres végétales, purification de l'eau, impact sur la qualité de l'air, etc. Donc des enjeux importants et une nécessité de préserver cette biodiversité. Donc là, tout à l'heure, je parlais de séquestration et de stockage du CO2. Donc, on a tendance à dire que
les sols et les forêts sont des puits de carbone et permettent de stocker le CO2, ce qui est vrai et ce qui est un atout majeur pour nous. Surtout qu'on va avoir 60% des émissions anthropiques qui sont à ce jour stockées dans les milieux naturels. Mais il faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, ce stockage de CO2 est un peu remis en doute parce qu'il y a des études qui sont sorties pour montrer que notamment dans les forêts tropicales, si on passait sur une moyenne de température diurne de 32 degrés, on aurait un relargage du carbone présent dans les arbres et du coup une augmentation de l'effet de serre. Et notamment, si on passe à un réchauffement de 2 degrés, on aurait 3/4 des forêts tropicales qui seraient concernées par cet effet-là. Donc là aussi, c'est un paramètre assez important à prendre en compte et à intégrer dans les enjeux biodiversité et climat. Il y a un rapport annuel des risques mondiaux qui est sorti du coup en début d'année. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans les 5 premiers risques susceptibles de survenir à l'horizon 2030, on a des risques liés au climat et à l'environnement, donc notamment la perte de biodiversité, le changement climatique, etc. Et on se rend compte du coup qu'on a vraiment une prise de conscience de ces deux enjeux. En termes d'instances, donc climat et biodiversité, donc on a notamment la Convention de Rio de 1992 qui a permis de développer des instances et notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. On a des instances qui évoluent en parallèle, notamment le GIEC, l'IPBES, les COP climat, les COP biodiversité et les instances nationales et locales. Donc, les interactions entre ces travaux se font assez régulièrement. Mais là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une étude actuelle qui essaye de réunir toutes ces instances au vu du caractère systémique de la crise environnementale et des interactions entre les deux sujets pour que ces instances travaillent de plus en plus main dans la main et lient leurs sujets ensemble pour avoir une prise en compte globale des enjeux climat et biodiversité. Ensuite, si on parle de la prise de conscience, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience assez inégale sur les deux sujets. Donc là, sur le graphe, vous avez le nombre d'occurrences médiatiques sur le climat en marron et la biodiversité en vert. Donc on se rend compte que les deux sujets sont assez anciens, mais on se rend compte très rapidement que le climat est prépondérant dans les médias aujourd'hui par rapport à la biodiversité et que du coup, on va avoir une prise de conscience assez inégale sur les deux sujets. Au niveau de la réglementation, notamment pour les organisations et les entreprises, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir des réglementations plus contraignantes sur la partie climatique, avec notamment les obligations de réaliser des bilans de gaz à effet de serre, des audits énergétiques, etc. Et un peu moins d'obligations sur la partie biodiversité. Et du coup, on a tendance à voir que la biodiversité, ça va être un sujet qui intéresse les personnes à titre personnel, mais un peu moins à titre professionnel, parce que quand on travaille derrière un bureau, derrière une chaîne de production, on peut prendre conscience de la consommation d'énergie et du coup du changement climatique, mais on peut avoir également l'impression que les enjeux de biodiversité sont loin de notre travail et du coup se dire que on n'a pas d'impact sur la biodiversité, ce qui est faux, parce que si on remonte la chaîne de valeur d'une entreprise, toutes les entreprises vont avoir des impacts sur la biodiversité et du coup il est nécessaire d'agir dessus. Et du coup, là, je vous ai remis un schéma qui a pas mal tourné pendant le coronavirus sur les réseaux sociaux et où, au fur et à mesure du confinement, il y a des vagues qui s'ajoutaient les unes aux autres. Donc, on se rend compte qu'on a eu une crise sanitaire qui va entraîner une crise économique. On a tendance à essayer de traiter les symptômes de ces crises sans regarder les causes directes de ces crises, qui sont notamment le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et c'est notamment vrai quand on regarde l'évolution du nombre de pandémies mondiales. Donc, on se rend compte qu'on va avoir le PIB qui va croître en parallèle avec le nombre de pandémies mondiales. Ça va être lié au fait qu'on va avoir une économie qui va augmenter. On va donc avoir des impacts sur la biodiversité, sur le changement climatique. La biodiversité va être moins résistante, moins résiliente. Et du coup, les transmissions de maladies de la biodiversité des espèces animales et végétales à l'homme va être plus fréquente. Et du coup, on va du coup avoir l'apparition de nouvelles maladies qui vont, comme par exemple la crise du coronavirus, un peu stopper et mettre à mal les activités humaines et notamment l'économie mondiale. Et donc, là encore, c'est un enjeu fort pour également les entreprises et les organisations pour pouvoir prendre en compte ces risques-là économiques et pour pouvoir les intégrer dans leur business model. Du coup, pour terminer cette partie, l'idée, c'est de se dire qu'il y a des solutions et que la situation est alarmiste, mais qu'on a des choses à faire.
Et du coup, c'est pour ça que Pauline va vous présenter comment intégrer ces deux enjeux dans sa stratégie. Oui, du coup, je reprends la main. Donc, on va vous présenter une méthodologie somme toute, assez classique et assez simple à comprendre et à mettre en œuvre. Une méthodologie, du coup, en 4 étapes permettant de prendre en compte les deux enjeux liés au climat et à la biodiversité au même niveau pour pouvoir avoir une démarche environnementale qui n'est pas globale et qui n'est pas que concentrée sur les enjeux climatiques, puisque je pense que là, vous l'avez bien compris, ce sont deux enjeux qui sont clairement reliés. Donc une première étape qui est somme toute une des plus importantes, qui va être celle de la définition du périmètre de la mission, du périmètre de l'analyse. Donc on va détailler un petit peu ensuite pour bien comprendre pourquoi c'est essentiel. Une étape évidemment de collecte et d'analyse et de traitement de données pour pouvoir collecter tout ce dont on a besoin pour prendre en compte les deux enjeux liés au climat et à l'énergie. Grâce à cette collecte et cette analyse, on va pouvoir identifier et cartographier des dépendances, des enjeux et des impacts sur la biodiversité et le changement climatique. On va pouvoir, grâce à ça, hiérarchiser, prioriser différents enjeux et faire des recommandations stratégiques pour pouvoir mettre en place un plan d'action et bien sûr déployer ces actions par la suite. Donc si on détaille un petit peu les différentes étapes, l'étape du choix du périmètre, donc c'est une première étape de réflexion sur l'importance de la biodiversité et du climat pour l'organisation. C'est une étape qui est très importante parce qu'elle va permettre de se poser la question quels aspects de la biodiversité et du climat vont être intégrés dans l'analyse, quelles activités de l'organisation doivent être incluses. Donc je sais que pour notamment les missions, enfin les évaluations faites vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être plus facile c'est peut-être évident de voir que si on prend selon le scope sur lequel on fait l'étude, on va peut-être passer à côté des plus gros postes d'émission. Pour la biodiversité, c'est pareil. Si jamais, effectivement, pour par exemple une entreprise de l'agroalimentaire qui va être forcément dépendre de l'agriculture pour s'approvisionner en matière naturelle, c'est au niveau des productions agricoles que l'impact va être le plus fort vis-à-vis de la biodiversité. Donc, si on s'arrête que au site de production, on va complètement passer à côté d'un des plus gros enjeux de l'entreprise. Du coup, on va aussi se poser, pour pouvoir choisir ce périmètre, il va aussi se poser la question sur les dépendances vis-à-vis de la biodiversité. Donc, effectivement, est-ce que mon activité va dépendre directement de la biodiversité pour l'approvisionnement? Par exemple, une entreprise qui va fabriquer du béton, elle va s'approvisionner en matières premières qui vont être des ressources naturelles. Et donc, oui, son activité va directement dépendre de la biodiversité. Donc, il faut réfléchir à prendre en compte aussi les sites d'approvisionnement dans le périmètre. Du coup, il faut se poser la question aussi si elle va avoir un impact aussi sur l'utilisation du produit, par exemple. Donc, par exemple, l'utilisation de produits par ses clients. Si on prend une entreprise qui produit des produits phytosanitaires, évidemment que l'utilisation du produit va avoir un impact sur l'environnement et donc la biodiversité. Et donc, du coup, il faut aussi prendre en compte l'utilisation du produit, la fin de vie par les clients. Il faut se poser la question si sur les impacts sont directs et indirects. Par exemple, pour les banques et les assurances, mais notamment les banques, forcément, l'endroit où elles vont avoir le plus d'impact, ça va être quelles activités elles vont financer. Donc là, il faut prendre en compte tout le portefeuille client de ces entités. Et donc voilà, donc ces périmètres va être essentiel pour justement pour pouvoir avoir une vision macro, on va dire, des impacts et des relations de l'organisation avec la biodiversité et le climat. Donc ce périmètre va être choisi en collaboration avec l'organisation de la façon, et on va le choisir en se posant toutes ces questions, le plus pertinent possible vis-à-vis de l'écosystème et aussi vis-à-vis des parties prenantes de l'organisation. Donc, passons à l'étape suivante, qui va être l'étape de collecte, analyse et traitement de données. Donc, une étape qui va être, qui paraît évidente à intégrer, mais qui est aussi très importante, puisque c'est là où on va avoir besoin de le plus la mobilisation de l'organisation, puisqu'il faut recueillir toutes les données nécessaires à la prise en compte de ces enjeux. Et donc, ça va passer par des visites de terrain, des photographies, des inventaires de biodiversité, des inventaires qu'on va faire naturalistes sur les sites, la recherche documentaire, de l'analyse de documents internes, donc tout ce qui est lié au flux, les consommations, la surveillance environnementale, des analyses liées à la photo-interprétation. Et donc, du coup, l'analyse sera d'autant plus fine qu'on a accès à ces données. Donc là, c'est le moment où le plus important, c'est un point de vigilance qu'on veut donner, c'est que pour cette étape-là, il faut que les organisations se mobilisent
pour nous fournir ces données, pour nous offrir l'accès à ces données, pour qu'on puisse faire l'analyse la plus fine possible et remonter tous les enjeux et impacts de l'organisation. Pour l'étape suivante, ça va être une étape d'identification, de cartographie et d'hiérarchisation des enjeux, des dépendances et des impacts sur la biodiversité et le changement climatique. Donc cette étape va être très importante puisqu'elle va permettre de prendre conscience de l'impact de l'organisation sur la biodiversité et le climat, d'identifier ses dépendances vis-à-vis de la biodiversité et des services écosystémiques, et surtout de prendre en compte le risque lié au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité. Donc, comme on l'a dit Elodie un petit peu tout à l'heure, on voit que ce sont des risques qui sont susceptibles d'arriver d'ici 2030. Et aujourd'hui, il y a des études très récentes qui ont été faites, notamment par exemple la plateforme RSE, qui ont analysé plusieurs rapports RSE d'entreprises et qui ont remarqué que notamment la biodiversité c'est un enjeu qui est rarement identifié comme un risque pour les organisations, alors qu'on a bien vu qu'ils sont complètement corrélés du climat et que les deux sont liés et que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc du coup, ça permet cette analyse va permettre vraiment de prendre conscience de ces risques et de les intégrer pour le futur de l'organisation, pour la pérennité de l'activité, etc. Ça va permettre donc d'identifier ces points chauds biodiversité, les plus gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, les données vont être données de façon à la fois quantitative pour certaines données et d'autres qui vont être plus sous forme d'indicateurs, points de vigilance. Donc c'est pour ça qu'on a mis un feu tricolore, mais en s'appuyant sur des référentiels existants pour identifier ces dépendances vis-à-vis des services écosystémiques, etc. Et on va donc pouvoir à chaque étape avoir à chaque étape de la chaîne de valeur avoir les enjeux les plus forts identifiés à chaque étape dans toute la chaîne. Passons donc à la suivante. Donc grâce à ces enjeux identifiés selon les différentes étapes de la chaîne de valeur, on va pouvoir donc travailler sur différents axes de travail et donc prioriser certains enjeux et donc pouvoir faire des recommandations stratégiques et mettre en place donc un plan d'action. Donc pour choisir ces actions, on va donc utiliser une matrice croisée biodiversité et climat pour pouvoir faire le meilleur choix. Donc c'est-à-dire que on le verra un petit peu par la suite, mais il y a des actions qui peuvent être très pertinentes vis-à-vis du changement climatique, mais qui ne va pas forcément l'être vis-à-vis de la biodiversité, selon le calendrier, selon la localité de l'organisation et des actions, etc. Donc ça, je pourrais un petit peu mieux l'expliquer après. Et donc du coup, grâce à cette matrice croisée, on va pouvoir prendre les actions les plus importantes qui vont avoir le plus d'impact positif vis-à-vis du climat et de la biodiversité. Donc après, il y a tout un enjeu lié à la mise en œuvre du plan d'action et surtout du suivi, puisqu'effectivement, on en a déjà parlé dans un précédent webinaire, les actions liées au climat et de l'énergie, c'est sur des temps qui sont longs et c'est difficile de faire une action one-shot qui va aider la biodiversité de façon long terme et dans le temps, puisque c'est assez évident si on prend par exemple une action de création de zones humides. Avant que l'écosystème revienne à l'équilibre, qu'elle soit recolonisée pour la biodiversité, ça va prendre quelques années, et donc nécessiter un suivi, peut-être un petit entretien au départ, qui c'est pas forcément lourd, mais si on l'intègre pas dans le calendrier et le déploiement des actions, nos actions peuvent vite tomber dérisoires et n'avoir aucun impact positif sur la vie vis-à-vis de la biodiversité. Et bien sûr, toute cette mission doit intégrer, toute cette méthodologie doit intégrer toute une communication associée et pour sensibiliser les parties prenantes, puisqu'on voit aujourd'hui que faut que ça aille plus large que notre organisation pour que si en tout cas on prend à bras le corps ces deux enjeux, qu'on fasse rayonner cette démarche pour que ça se déploie et que tout le monde puisse les prendre à la hauteur qu'il le mérite, on va dire. Donc passons à l'étape suivante. Je vais parler donc de ces fameuses fausses bonnes idées avec quelques exemples assez simples de fausses bonnes idées. Donc par exemple, je vais essayer d'aller assez vite. L'idée par exemple de remplacer sa flotte auto vers du 100% électrique. Donc action qui peut être super dans l'idée puisqu'effectivement on va diminuer les rejets de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, etc. Mais en réalité, il y a un impact aussi pour la construction de ces véhicules qui va lier à la fabrication, à l'approvisionnement de matières premières, qui ne va pas forcément être fait de la manière la plus responsable et la plus vis-à-vis de la biodiversité. Et du coup, il y a tout un enjeu aussi lié à la fin de vie de ces produits, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de parties de ces véhicules qui vont être difficiles à recycler. Donc, d'une certaine manière, ça va être une action qui peut être très pertinente vis-à-vis du changement climatique, la réduction des émissions, mais il va y avoir un coût énergétique de fabrication, un coût énergétique de recyclage,
et vis-à-vis de la biodiversité par l'approvisionnement de matières premières, c'est pas forcément idéal. Donc voilà, tout ça doit faire partie de l'écosystème des actions, bien sûr, mais il ne faut pas s'arrêter là en se disant qu'on va révolutionner l'environnement et la biodiversité. Par exemple, il y a aussi des actions liées à l'utilisation de biocarburants, donc pour remplacer le diesel ou l'essence classique, par exemple. Ça peut être vertueux, oui, mais ça dépend de l'approvisionnement de ce biocarburant. Effectivement, si on va faire de la monoculture de maïs pour pouvoir fabriquer ce biocarburant, il va y avoir un mode de production désastreux vis-à-vis de la biodiversité. Ça va occuper des terres agricoles qui peuvent être utilisées pour autre chose. Donc, et on sait qu'aujourd'hui, les terres agricoles elles disparaissent chaque année. Et alors qu'elles pouvaient utiliser ces terres agricoles pour nourrir le bétail et donc pour nourrir directement l'humain et pour autre chose en tout cas. Donc oui, le biocarburant, si c'est par exemple une filière qui va utiliser des déchets de production d'autres produits naturels ou agricoles. Et donc du coup, tout étant lié à comment on fait cette action, comment on s'approvisionne et comment elle est gérée en fait. Donc c'est la même histoire pour la mise en place d'une forêt en milieu urbain. Dans l'idée, c'est super, planter des arbres, îlots de fraîcheur, on revégétalise. Oui, mais sur quel sol? Si c'est un sol qui est très très riche et que c'est pas le meilleur usage pour lui, eh bien en plantant des arbres, on va appauvrir ce sol, on va le transformer, on va détruire la biodiversité des sols. Et donc, du coup, oui, certes, on va recréer un écosystème, mais on ne va jamais remplacer ce qui a été détruit. Donc, en fait, planter des arbres, ça va dépendre où. Et là, on pointe aussi du doigt un sujet qui est le sujet des sols. Aujourd'hui, tous les sols ne sont pas faits pour tous les usages. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un petit peu de terre, un sol perméable, que planter des arbres, c'est la meilleure solution. Et donc, du coup, voilà, c'est oui, végétaliser, oui, mettre une forêt, c'est bien. Mais là encore, c'est comment gérer l'action. Est-ce qu'on prend bien en compte l'enjeu du sol? Quelles essences on va planter? Est-ce que c'est des essences qui sont adaptées au climat actuel et peut-être même à venir? Parce que ça aussi, c'est une question sur laquelle il faut se pencher, en fait. Et donc, du coup, voilà, là encore, ça peut être une super bonne idée pour la biodiversité et le climat, mais ça va dépendre comment elle est gérée. Et de même, pour les installations de panneaux solaires et d'éoliennes, ça peut être une fausse bonne idée si on on prend pas en compte les couleurs migratoires, si on détruit, en plantant en éolienne, on va détruire un écosystème. Il y a aussi tout un enjeu lié au fait qu'il y a de l'entretien pour les éoliennes, elles ont une durée de vie aussi assez réduite, et du coup, on peut pointer du doigt qu'en équivalent, en dioxyde de carbone équivalent par kilowattheure, c'est pas forcément les éoliennes et les panneaux solaires les meilleures solutions. Donc là aussi, ces enjeux sont à prendre en compte pour développer ces actions. Donc, voyons des bonnes pratiques, si on peut dire, des actions qui ont été vertueuses et qui ont pris en compte l'enjeu biodiversité et climat. On va prendre quelques exemples. Rapidement, le groupe Pierre Fabre. Le groupe Pierre Fabre a voulu mettre en place fabriquer les cosmétiques les plus responsables possibles. Donc, ils sont fabriqués à partir d'avoine. Donc, sur 30 hectares dans le Tarn, ils cultivent de l'avoine en agriculture biologique. Et ils ont aussi labellisé la structure, donc groupe Pierre Fabre Agronomie, Pierre Fabre Agronomie tout court, labellisé haute valeur environnementale. Ils ont aussi relocalisé la filière de façon la plus locale possible, donc les usines sont aussi à proximité de la culture d'avoine. Cette culture va donc nécessiter aucun intrant, donc pour éviter justement d'avoir à mettre des intrants, ils vont enfouir les pailles d'avoine après la récolte, planter des légumineuses entre les cultures pour enrichir le sol. Les résidus des plantes vont être utilisés pour alimenter la chaudière à biomasse de l'usine de Soual, chaudière qui est aussi alimentée pour compléter avec des plaquettes de bois issues de forêts locales gérées durablement, ce qui a permis une réduction de 60% de la consommation en gaz. Donc, le groupe Pierre Fabre fait également de la compensation carbone volontaire et a aussi, c'est pas vraiment de la compensation de biodiversité, mais en tout cas va planter des haies bocagères sur le territoire pour pouvoir lutter contre l'érosion des sols pentus du territoire concerné, en plantant donc des variétés d'arbustes locaux pour pouvoir enrichir donc la biodiversité. Donc toute cette filière très locale va permettre d'éviter plein de rejets dans l'atmosphère grâce à la production et la vente locale et voilà, la localisation de la filière sur le même territoire, va permettre de réenrichir des sols
et de favoriser et de respecter la biodiversité. Notamment grâce à la labellisation haute valeur environnementale, ils ont installé pas mal d'aménagements pour les pollinisateurs sauvages sur la structure. Passons donc à un autre exemple qui est de la ferme, d'une ferme en Seine-et-Marne qui a du coup voulu diversifier ses différentes activités agricoles pour mieux adapter aux changements à venir. Donc notamment, ils ont commencé par installer 1800 m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Donc ça leur a permis une baisse des charges liées à l'entretien de ces toitures et une nouvelle source de revenus en revendant le surplus à EDF. Donc grâce à ces panneaux, la ferme est en autonomie énergétique. La ferme va s'étendre sur 400 hectares, 280 vont être utilisés pour l'agriculture, pour les cultures, donc pour les bovins qui sont au nombre de 500. Ces bovins vont rejeter des effluents qui vont être directement valorisés énergétiquement grâce à la méthanisation de ces déchets. Ils vont récupérer également le digesta pour refertiliser les sols et donc réduire le besoin en intrants de ces terres agricoles. Ils vont redistribuer le biogaz généré grâce à la méthanisation dans le réseau et donc ça va alimenter en énergie les communes alentours et également leur permettre une autre source de revenus. Pour pouvoir éviter le sol à nu, donc mieux gérer ces sols, respecter la biodiversité, ils vont planter des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui vont du coup fixer l'azote dans le sol et donc réduire ce besoin encore en intrants de les cultures et aussi lutter donc contre bien évidemment l'érosion des sols. Donc ça permet donc cette démarche de diversifier ses revenus, donc d'avoir une meilleure résilience de la ferme, de valoriser de façon énergétique donc ces déchets, de tout ça sur la ferme dans une démarche un peu de circuit court si on peut dire à même la ferme, donc d'autonomie en tout cas, et grâce à une gestion des sols plus durable, un meilleur respect aussi les systèmes de production permettent de mieux respecter l'environnement et la biodiversité alentour et donc de aussi réduire les émissions liées à l'élevage tout simplement. Donc, passons à un autre exemple très intéressant, je trouve, c'est l'exemple du crédit coopératif qui a du coup mis en place une démarche de financement responsable. Donc, si on prend l'exemple du domaine énergétique, 98,3% des projets financés par le crédit coopératif sont des projets d'installation d'énergie renouvelable. Et le crédit coopératif se refuse de financer toutes les activités qui vont être liées à l'extraction de pétrole, de charbon, de gaz naturel, la production d'agrocarburants, qui là, on fait le lien avec ce qu'on a fait tout à l'heure, mais qui proviennent de cultures utilisables pour l'alimentation et qui occupent des terres agricoles. Ils ont mis en place également un système de bonus-malus pour les projets immobiliers. Donc là, c'est tout simplement, si les projets immobiliers sont vertueux vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire de la rénovation énergétique pour limiter la consommation énergétique, les pertes de chaleur, là, on va avoir une meilleure note et donc un taux d'intérêt plus faible. À l'inverse, si on va faire un projet qui va détruire des terres, fragmenter détruire des écosystèmes, là, on va avoir un taux d'intérêt plus élevé, etc. Donc, ce système de bonus-malus permet de favoriser des projets plus vertueux vis-à-vis des changements climatiques et vis-à-vis également de la biodiversité indirectement. Donc là, c'est juste une ouverture, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. C'est un concept, les solutions fondées sur la nature, qu'on entend de plus en plus parler. Et on va faire un peu le lien avec ce que disait Élodie tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est que, en gros, les services écosystémiques rendus par la biodiversité, c'est aussi une opportunité pour nous pour trouver des solutions qui vont répondre aux deux enjeux. Donc, en préservant la biodiversité, on va pouvoir justement lutter contre les changements globaux. Donc là, l'UICN, j'ai rappelé la définition des solutions fondées sur la nature. C'est toutes les actions qui vont viser à préserver et gérer de manière durable, restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés pour relever les défis de demain de manière efficace et adaptative, tout en assurant donc le bien-être de l'homme et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Et donc là, pour donner un exemple de solutions fondées sur la nature, vous pourrez aller voir sur le site de l'UICN, il les détaille plus, mais par exemple, il y a les créations d'îlots de chaleur à Orléans. Donc voilà, c'est comment utiliser en préservant la biodiversité, en utilisant ce génie qui est la nature, on va pouvoir trouver des solutions super et qui sont au final presque les plus pertinentes pour s'adapter aux changements à venir. Donc, je ne m'attarde pas, mais par exemple, on a déjà entendu parler du biomimétisme qui suscite de plus en plus d'intérêt aujourd'hui.
Et donc voilà, donc les contributions en tout cas de la biodiversité dans le cadre des changements, qu'elle peut apporter pour l'atténuation des changements climatiques sont vraiment à l'étude et intéressent beaucoup les chercheurs. Donc voilà, c'est des choses à garder en tête. C'est une petite ouverture et je vous invite à aller voir, c'est très très intéressant. Je passe la main à Elodie pour finir. Ouais. Merci Pauline. Du coup, pour terminer, donc, je vais vous parler des opportunités que vous pouvez avoir à prendre en compte ces deux enjeux de façon simultanée pour votre organisation. Donc là, Pauline vous a présenté des bonnes pratiques. Il faut savoir que là, on avait des exemples spécifiques. Il faut savoir que dans n'importe quel secteur d'activité, que vous soyez une société de services, une industrie, un commerce, etc., vous avez des actions à mettre en place pour prendre en compte ces deux types d'enjeux et les prendre en compte déjà dans un premier temps, ça va vous permettre déjà de faire la part pour atteindre les objectifs au niveau international de limiter le réchauffement climatique au-delà de 2 degrés et de permettre d'avoir une planète vivable pour l'homme, entre guillemets. Vous allez diminuer les risques pour votre entreprise en notamment sécurisant vos approvisionnements, votre chaîne de valeur sur du long terme et ne pas avoir un business model sur du court terme où vous utilisez des ressources non renouvelables, des ressources naturelles qui sont menacées et en changeant un peu votre façon de procéder, vous pouvez avoir du coup sur du long terme un système qui va mieux fonctionner. Ensuite, vous allez également pouvoir anticiper tout ce qui va être réglementaire parce qu'on sait, on a de plus en plus de contraintes sur les entreprises ou les organisations en termes d'environnement. Donc, ça va un peu dans la logique des choses et de la situation, mais notamment les contraintes en termes de prise en compte de vos impacts climatiques et biodiversité risquent dans les années à venir d'être un peu plus strictes. Et du coup, commencer dès maintenant à intégrer la biodiversité et le climat, ça va vous permettre d'anticiper cette partie réglementaire. De la même manière, en termes de communication et d'image, on se rend compte de plus en plus que les clients, les personnes à titre personnel ou d'investissement sont plus intéressées par les entreprises qui ont un réel impact, qui travaillent sur leur impact environnemental et essayent de mettre en place des actions. De la même manière, quand vous essayez d'embaucher des gens, maintenant les jeunes vont plus facilement vers des entreprises à faible impact que vers des entreprises polluantes. Donc, pour votre recrutement, c'est un peu plus intéressant. Et donc, vous avez un tas d'opportunités pour intégrer la biodiversité et le climat dans votre entreprise, dans votre organisation. Pour conclure, donc les rétroactions entre le climat et la biodiversité sont à l'origine de la biosphère dans laquelle les sociétés humaines ont pu se développer de la manière qu'on connaît actuellement. Donc, c'est les activités humaines qui mettent à mal cet équilibre aujourd'hui. Donc, il faut se dire que l'idée, c'est que comme on a réussi à dégrader un peu la situation, on doit être porteur de solutions et proactif pour essayer d'améliorer les choses. Donc, c'est à nous, que ce soit dans nos casquettes de citoyens, d'entrepreneurs, d'entreprises, etc., de mettre en place des actions pour améliorer les choses. Donc, dans l'actualité, il y a pas mal de choses, de bonnes ou de moins bonnes nouvelles qui sortent. Donc, dans les moins bonnes nouvelles, on va avoir la Chine qui vient de dépasser son niveau d'émissions de gaz à effet de serre d'avant confinement. Donc, quand on parle de reprise qui prend en compte l'impact climatique, on se rend compte qu'on n'est pas forcément tous alignés, mais qu'il faut quand même essayer de réfléchir à comment concilier la reprise économique, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Après, dans les bonnes nouvelles, on se rend compte là avec notamment les élections municipales qu'on a une vague un peu écologique qui est venue. Donc, ça montre bien que les citoyens ont bien conscience de ces enjeux et veulent agir pour travailler dessus. Et on sait que la masse politique, elle est assez fondamentale pour lutter contre ces enjeux. Ça ne peut pas être que des actions individuelles, évidemment. Et on a également la Convention citoyenne pour le climat, donc, qui a proposé pas mal d'actions qui ont été acceptées par le président, donc le SOF 3. Et on va notamment sûrement avoir plus de référendums pour travailler sur ces thématiques et donc un plus fort impact des citoyens sur ce sujet. Donc voilà pour conclure rapidement ce webinaire. Je te laisse la parole peut-être, Laetitia, pour la suite. J'allais vous remercier. Merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que tous les concepts
connaissances et éléments pédagogiques ont été bien compris de tous. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. On a eu une question de Mireille que je remercie et pour lequel Pauline a donné la réponse dans la présentation. Donc plus d'enjeux à ce niveau-là. Où je reprends d'ailleurs sa question peut-être pour vous, pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer. Sa question était: quel type d'action une entreprise du secteur bancaire dont l'activité ne dépend pas directement de la biodiversité peut-elle mettre en place, à part des actions très locales du type installation de ruches, financement de plantation d'arbres. Et comme on l'a vu avec l'exemple du crédit coopératif que Pauline présentait, des systèmes de bonus-malus avec des grilles d'évaluation d'impact biodiversité et carbone afin d'émettre un système de bonus-malus pour des prêts peut-être assez avantageux. Ou voilà, réfléchir à ces différents financements et leurs impacts. Alors, on a une nouvelle question de Frédéric Schorgen qui nous demande, donc c'est une question adressée à Pauline, pour les énergies renouvelables, tu disais qu'elles n'étaient pas les meilleures en utilisation de ressources naturelles par kilowattheure, c'est ça, et quelles sont les meilleures énergies? Alors Pauline, est-ce que tu as une réponse si la question t'est adressée? Ou après, Oui, je pense qu'Elodie va peut-être avoir plus d'éléments comme c'est la thématique que tu gères. c'est son expertise. Elodie? Concernant les énergies renouvelables, quelles sont les meilleures? Est-ce que tu as une réponse là-dessus? Là, tout de suite, je n'ai pas forcément de réponse sur la partie utilisation de ressources naturelles par kilowattheure. Donc, on peut revenir vers vous un peu plus tard pour vous apporter des exemples d'énergie meilleure que le photovoltaïque ou les éoliennes sur ce sujet. Et pour compléter la réponse, je dirais que tout va dépendre de la localité, des sources d'énergie naturelle à proximité d'un site, selon aussi l'utilisation qu'on veut en faire, puisque l'enjeu majeur, c'est souvent le stockage qui est limité ou dans le temps ou en quantité. Donc c'est vrai que c'est un petit peu au cas par cas qu'il faut trouver la meilleure énergie Et c'est renouvelable. En termes de grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, quand on faisait, si on peut dire, l'ACV du dispositif, les éoliennes vont en émettre 7 grammes, les panneaux solaires 55 grammes, et si on compare, c'est des chiffres de l'ADEME, et si on compare en grammes, il y avait par exemple le nucléaire 6 grammes. Donc voilà, il y avait quand même cette question aussi de plus d'énergie utilisée pour fabriquer le dispositif, sa durée de vie, etc., son recyclage qui peut-être en comparaison à d'autres sources d'énergie ne sont pas idéales, mais on pourra un peu plus creuser ça et vous faire un retour dans le compte-rendu. Merci Pauline. On a une question également de Gaëlle de Broissia qui nous demande quelles actions positives efficaces pour faire de la sensibilisation auprès de publics moins avertis. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Là, on peut parler particulièrement de projets qu'on gère, hein, donc les projets, tout ce qui est potager, enfin en tout cas dans les organisations, il y a pas mal d'entreprises qui mettent en place des animations, des événements, des challenges, qui mettent en place des ruchers pédagogiques ou des potagers pédagogiques. Et ça, c'est pareil, il ne faut pas s'arrêter qu'à ces actions hein, pour avoir un réel impact positif sur la biodiversité. Mais au niveau sensibilisation, on sait que c'est des outils qui sont forts, qui réunissent des personnes, qui passent un bon moment. On peut faire des sensibilisations à l'agroécologie, donc pour parler de tout ce qui est agriculture responsable vis-à-vis du climat. Donc aussi l'alimentation, comment choisir ses aliments, hein, parce que nous, en tant que consommateurs individus, on a forcément un impact. On voit rien qu'avec comment ça a fait l'explosion du bio, on voit maintenant des entreprises comme Merta qui proposent des steaks véganes. C'était inimaginable il y a quelques années, donc c'est pour ça que le consommateur fait bouger aussi les choses à ce niveau-là. Et donc, du coup, voilà, ça permet de sensibiliser, on va dire, un peu plus le grand public sur plein de sujets.
Voilà, après, c'est sûr que si on dit qu'on met des ruches pour préserver la biodiversité, gros point de vigilance, c'est faux, ce n'est pas vrai. Mais c'est par contre très utile comme support pédagogique. Si on veut éviter justement cette question de mettre des ruches qui peut être associée et critiquée aujourd'hui, il y a des actions de formation, on va dire, je ne vais pas dire premier niveau, mais large sur la biodiversité, des formations également dédiées au métier. Là, je parle vraiment de la biodiversité parce que c'est plus mon aspect. Elodie, tu pourras d'ailleurs parler de plus des parties climat. Mais en tout cas, aujourd'hui, il existe peu de formations qui sont assez généralistes sur la biodiversité, qui sont aussi déclinées par métier, pour les métiers de l'immobilier ou les métiers. C'est pas aujourd'hui très présent dans les catalogues de formation, mais c'est super pour initier les différents acteurs, que ce soit économique ou des acteurs aussi dans les collectivités, pour pouvoir voilà, prendre en compte tous les enjeux liés à la biodiversité, la gestion différenciée, les services écosystémiques, qu'est-ce que c'est pour mieux comprendre. Toute la partie un peu sensibilisation qu'a fait Elodie au départ, reprendre toutes ces bases et voilà, sensibiliser tout le monde. Ouais, et puis du coup, sur toute la partie animation, c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, même sur les thématiques énergétiques, etc. Enfin, il y a des défis d'économie d'énergie entre plusieurs sites d'une même entreprise ou entre plusieurs services où ça intègre l'ensemble et ça mobilise l'ensemble des collaborateurs, donc ça marche plutôt pas mal. Et après, comme le disait Pauline, il y a aussi tout ce qui va être support de communication sur la partie sensibilisation, où là, l'enjeu majeur, ça va être de réussir à vulgariser un petit peu les messages à faire passer pour faire comprendre un peu tout l'enjeu. Et vous avez, soit vous pouvez reprendre des éléments existants pour les adapter à votre contexte. Il y a pas mal de ressources qui existent en termes d'infographie, d'affiches ou même de mini-films qui sont assez pédagogiques et qui peuvent également permettre de sensibiliser des publics un peu moins avertis. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Elodie. Quand tu déclines, tu parles vraiment de beaucoup de supports. On pourra vous remettre un article sur le blog que nous avons écrit sur justement comment sensibiliser, fédérer les parties prenantes autour de ces sujets. C'est que c'est hyper important de varier les formats aussi. Donc il y a tout ce qui est le challenge, les supports d'affichage. On sait très bien, n'importe quel acteur de pédagogie dit que voilà, il n'y a pas une seule méthode qui est meilleure pour faire passer des messages. C'est en variant justement les méthodes d'animation, les méthodes de pédagogie que les messages vont passer et durer vraiment s'installer durablement. Et que si on veut faire changer de pratique, lancer un défi, un challenge sur une certaine période, c'est très bien. Mais si on ne le répète pas dans le temps, les bonnes habitudes vont pas forcément, les mauvaises habitudes reviennent toujours au galop, on le sait très bien. Donc voilà, et c'est aussi là, tout le service communication a vraiment une carte à jouer là-dessus. Il faut que ce soit une démarche aussi un petit peu vue sur le long terme pour pouvoir vraiment mettre en place des vraies bonnes pratiques vis-à-vis de la biodiversité et du climat dans les organisations. Et du coup, là, si on prend l'exemple que ce soit des potagers ou des ruches, par exemple, il va y avoir un côté immersif qui va être super intéressant, que les personnes mettent la main à la pâte. À côté de ça, on peut organiser des animations qui vont être des conférences qui vont être un peu plus descendantes. On peut organiser des concours du coup, qui vont être plus participatifs. Et tous ces formats-là vont permettre de faire passer des messages et mieux et de les faire vraiment passer de façon durable envers les différentes parties prenantes. Merci beaucoup pour ces réponses complètes. Je me permets de lire une remarque de Mireille toujours qui nous dit que sur l'étude de la plateforme RSE, si les entreprises prennent trop peu en compte les deux risques climat et biodiversité, c'est que la réglementation des PES les incite à ne prioriser que les risques jugés principaux du type ressources humaines, satisfaction client, conformité éthique, cybersécurité au cœur du business model des entreprises. Donc après, il est vrai qu'une matrice de matérialité et une identification des piliers, des axes de travail principaux est à faire. Après, selon l'activité de l'entreprise, celle-ci peut quand même avoir comme risque principaux la biodiversité ou le climat. Si par exemple on parle d'une entreprise dans le secteur agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique,
Ceux-ci vont avoir une matière première qui dépend directement du vivant. Et idem, là, le risque, on peut juger que le risque biodiversité a été sous-estimé dans la crise mondiale qu'on subit actuellement, puisque celui-ci a été quand même des plus impactants, alors que la biodiversité n'était pas forcément pointée du doigt ou identifiée comme facteur de risque. Mais c'est pour montrer que là, peu importe l'activité de l'organisation, celle-ci sera touchée par la crise actuelle qui dépend bel et bien d'un enjeu biodiversité à la base. Et je me permets aussi de prendre une autre question. Vous parliez d'une étape de surveillance environnementale. Avez-vous des exemples appliqués à une entreprise qui fabrique des produits technologiques éloignés de l'agriculture? Là, de tête, non. On a travaillé sur tous les... On a eu accès à tous les documents de surveillance environnementale d'une aciérie. Donc, c'est pas des produits technologiques, hein, parce que forcément, l'acier, ça vient... voilà, ça utilise des matières premières naturelles. Donc non, là, comme ça, de tête, j'ai pas d'exemple. Il faudrait peut-être se renseigner aussi si dans le passé, il n'y a pas eu une référence plus d'entreprises qui fabriquent par exemple de l'électronique, je sais que, etc. Donc ça, je pourrais plutôt revenir vers vous dans un second temps. Toi, Elodie, je ne sais pas si tu as eu des références. Je me permets de compléter. Pour des entreprises qui fabriquent des produits technologiques, on peut se poser la question des impacts du sourcing des métaux, des minerais rares pour la fabrication. Si on parle de smartphones, d'écrans en tout genre, ceux-ci vont avoir un réel impact sur la biodiversité. Donc c'est là-dessus que des efforts pourront être faits. Et après, comme sur l'ensemble des sites industriels, souvent on parle de sites qui sont assez étalés sur leur territoire et ont une surface importante. Alors à ce niveau-là, très local, on peut aussi agir et améliorer et favoriser la biodiversité et minimiser les impacts biodiversité et carbone. Et du coup, on a fait également mis en place des dispositifs de biomonitoring, donc c'est du monitoring environnemental grâce à l'abeille qui en récoltant du pollen, va être utilisée comme bioindicateur et va permettre de voir du coup son impact sur le site. Mais il faut savoir que le site s'arrête pas aux frontières de notre impact ne s'arrête pas aux frontières de notre site, donc c'est sur des surfaces plus étendues. Et du coup, ça permet d'interagir aussi avec les autres entreprises du site qui peuvent être des entreprises de services, etc. Et donc, du coup, ça c'est assez intéressant aussi comme dispositif de monitoring environnemental, donc de suivi de pollution, de polluants, de contaminants, également de l'évolution de la biodiversité. Donc là, c'est pas de la surveillance environnementale réglementaire, comme doivent le faire certaines industries, mais c'est des choses qui ont été mises en place pour pouvoir avoir une analyse beaucoup plus fine, pour compléter ces surveillances environnementales qui sont à des points, on va dire, de vigilance du site et vraiment directement très local sur le site, mais là qui permet du coup d'avoir une vision plus étendue, parce qu'effectivement, si nos polluants partent dans l'eau, ils vont se retrouver plus loin, et donc voilà, donc ça a aussi quelque chose d'assez intéressant comme dispositif qui a été mis. Après, c'était pas encore une entreprise qui produit des choses éloignées de l'agriculture, parce qu'entre autres, il y avait l'utilisation de cuir dans son activité. Tout à fait. Mais écoutez, on arrive au terme du webinaire. On a même 3 minutes de dépassement. Je vous remercie encore de la part d'Elodie, Pauline et tout Ecodev de votre présence et de votre participation à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et je rappelle que le compte-rendu avec le support de présentation vous sera envoyé dans les jours qui vont suivre à votre adresse mail. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci à toutes. Au revoir. Merci.